Alors, toujours concernant l'exploitation économique des colonies, il y a un cas particulier, c'est celui de l'Algérie, hein, puisque les terres sont grosso modo confisquées aux indigènes, hein, la plus grande partie des terres sont confisquées aux indigènes, notamment les meilleures, et sont confiées à des colons. Les indigènes, eux, sont soumis au code de ce qu'on appelle l'indigénat, et le code de l'indigénat, justement, vous devez faire un PPO euh, à l'aide du manuel et des documents présents aux pages 234-235. Et donc, vous devez répondre aux 5 premières questions, page 235. Alors, je vous ai transmis le cours sur lequel il y a des éléments de réponse, hein. Il n'y a pas tous les éléments de réponse, j'ai résumé. Mais par contre, ce que je vous demanderai, c'est de répondre aux questions et après, éventuellement, de regarder les réponses. Parce que si vous regardez les éléments de réponse avant de répondre aux questions, ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est plutôt que vous cherchiez dans les documents les éléments de réponse. Et évidemment, après, je vous autorise à vous auto-corriger, hein. Mais n'allez pas m'envoyer des copier-coller de mes réponses qui sont présentes dans le cours, ça n'a aucun intérêt. Donc vous ferez ce PPO à l'aide de votre manuel, et puis ça sera le travail que je vous ai donné à faire pour la semaine prochaine, vous avez quasiment une semaine. Puis voilà, je vous fais confiance. Alors vous verrez, hein, ce qu'est ce code de l'indigénat et le fait que justement, comme son nom l'indique, il donne un statut très particulier à ceux que les Français appellent les indigènes, c'est-à-dire, c'est un peu un synonyme des peuples autochtones, c'est-à-dire les peuples qui étaient sur place avant que les colons arrivent. Donc on va parler d'indigènes en Indochine pour qualifier les Indochinois, d'indigènes en Afrique noire pour qualifier les Africains, d'indigènes en Algérie pour qualifier les Arabes ou les Berbères. Euh, pour ce qui est de l'économie, on remarque quand même que dans tout l'Empire, il y a une régression de ce qu'on appelle les cultures vivrières, c'est-à-dire les cultures qui normalement sont destinées à nourrir les populations locales, donc les légumes, les légumineuses, je sais pas moi, les pommes de terre, les- le sorgho en Afrique ou le riz en Asie. Donc ces cultures diminuent au profit de ce qu'on appelle des cultures d'exportation, des cultures destinées à l'exportation. Alors, je vous en ai donné des exemples dans la vidéo précédente, hein, par exemple l'arachide au Sénégal, ou bien ça pourrait être l'EVA pour le caoutchouc en Indochine. Donc ces cultures progressent. Par contre, les cultures vivrières régressent, ce qui peut poser des problèmes pour nourrir les populations locales. De façon générale, ça c'est un point commun dans les colonies, l'industrie se développe peu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la métropole cherche à protéger ses propres industries et que les colonies sont avant tout vues pour la métropole. C'était une des définitions de la colonisation, un des intérêts de la colonisation pour Jules Ferry. Les colonies sont vues comme des marchés pour la métropole. La France va vendre ses produits industriels aux colonisés. Les colonisés, eux, vont se faire piller, prendre leurs ressources, leurs matières premières, c'est-à-dire les minéraux, le bois, le caoutchouc, vont partir en France et la France va vendre en échange, ben, par exemple, des objets, je sais pas moi, des meubles en bois vont être achetés par les peuples colonisés. Donc, ce sont des échanges qui, globalement, vous le notez, sont inégaux. La France également possède un monopole d'importation, c'est-à-dire que la France est la seule à pouvoir importer les produits qui viennent de son empire. Euh, Ça, c'est un peu le cas de toutes les puissances coloniales. Elles ont le monopole sur leurs colonies. C'est-à-dire que tout ce qui est produit comme ressource naturelle dans une colonie va vers sa métropole. Il n'est pas possible pour, par exemple, l'Angleterre de récupérer, je ne sais pas moi, du bois français. Le bois, du moins, du bois qui est produit, par exemple, au Congo, je ne sais pas moi, du teck, par exemple, qui est un bois précieux, eh bien, ce bois va être exporté vers la France. Il ne pourra pas aller vers l'Angleterre. Maintenant, si on fait le bilan de cette colonisation, c'est un bilan plutôt mitigé.
et qui est d'ailleurs souvent critiqué par les adversaires de la colonisation, hein. Notamment, je vous en ai déjà parlé, plutôt la droite parlementaire, hein, des gens comme Clémenceau, mais aussi l'extrême droite, hein, ceux qui étaient anti-Dreyfusards et qui souhaitent une revanche avec l'Allemagne, estiment que la France dépense de l'argent pour la colonisation et que chaque centime qui est dépensé pour la colonisation est un centime qui n'est pas dépensé pour la lutte contre l'Allemagne, pour préparer la revanche. Donc c'est du gaspillage. Et la France consacre tout de même 10% de ses recettes publiques, c'est-à-dire 10% du budget de l'État, en gros, part dans les dépenses coloniales. Parce qu'il faut payer l'administration. Alors généralement, ils sont payés plus cher que ce qu'ils toucheraient en France, deux, trois fois plus cher. Il faut payer les infrastructures qu'il faut construire sur place. Il faut payer les soldats qui sont là pour maintenir la permanence française. D'ailleurs, ces soldats qui sont là pour maintenir la permanence française dans les colonies, ben, forcément, ils ne sont pas en France. Donc ça aussi, c'est quelque chose que critiquent les adversaires de la colonisation. C'est un manque de personnel, en quelque sorte. Donc finalement, cette colonisation, elle va profiter à qui? Elle va profiter surtout aux grands industriels et négociants, et notamment les concessionnaires. Eux, ils vont bien en profiter, parce que finalement, ils payent une rente à l'État pour avoir leur concession. Et après, on a pu le voir avec le rapport de Brazza, ils n'hésitent pas à pratiquer le travail forcé, à prendre des otages, à maltraiter la population pour les presser au maximum et les exploiter au maximum pour avoir le plus de ressources. Néanmoins, quand on fait un bilan d'un point de vue économique, l'Empire reste le troisième partenaire commercial de la métropole, après nos deux voisins très puissants industriellement, qui sont le Royaume-Uni et l'Allemagne. Donc pour la France, l'Empire colonial a quand même une grande importance économique. Maintenant, on va s'intéresser à quelque chose que vous avez déjà abordé à travers le PPO sur Saïgon, à ce qu'on appelle la société coloniale. Je pourrais même dire les sociétés coloniales, parce qu'on avait pu le voir à travers Saïgon, il y en a plusieurs. Alors, concernant la société coloniale, euh, la France pratique ce qu'on appelle une politique d'acculturation, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre la colonisation telle qu'elle est pratiquée par la France et par exemple la colonisation telle qu'elle est pratiquée par l'Angleterre. Pour les Anglais, euh, il n'a jamais été question de faire je sais pas moi, d'un Kenyan un Anglais ou de faire d'un Nigérian un Anglais. Non, ou d'un Indien, pour parler de l'Inde, qui est la perle de l'Empire britannique. Il n'a jamais été question de faire d'un Indien un Anglais. Alors les Français, malgré tout, alors malgré tous les méfaits de la colonisation, il y a cette volonté civilisatrice d'à terme d'élever un peu les peuples colonisés. Les Anglais, ils sont entre guillemets, c'est pas leur intérêt. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est du commerce. Pour les Anglais ont presque une vision plus raciste, c'est-à-dire que pour eux, un Indien, même si on lui donne les meilleurs cours du monde, ça restera toujours un Indien, ça restera toujours quelqu'un d'inférieur. Euh, Ce qui intéresse les Anglais, c'est de faire avant tout du commerce. Les Français, il y a un peu cette philosophie de l'acculturation, même si ça reste très très limité, hein. Mais on aura tout de même un premier député noir, Blaise Diagne, dès 1914. On aura un président du Sénat d'origine africaine aussi. Le premier gouverneur de la France libre en 1940 qui rejoindra euh, le général de Gaulle, c'est Félix Éboué, qui est noir également. Donc il y a quand même cette idée que l'acculturation peut un peu élever les élites africaines, asiatiques, et finalement en faire presque des Français. Dont les acteurs majeurs de cette acculturation, de ceux qui doivent apporter la culture française et de faire en sorte que les populations locales finalement se mettent à dire nos ancêtres ce sont les Gaulois, parce qu'ils étudiaient la même histoire que nous, les élites coloniales, hein. Ils étudiaient les Gaulois, les Romains, Jeanne d'Arc. Voilà, on disait à des élèves des élites, je sais pas moi, de la haute Volta, on leur disait nos ancêtres les Gaulois, alors que dans la classe, l'instituteur français faisait face à 30 petits Africains. Donc, et l'Africain disait nos ancêtres les Gaulois. Bref, je passe. Mais les acteurs majeurs de l'acculturation, c'est les grandes institutions de la colonisation, les médecins à travers les hôpitaux, l'instituteur qui doit justement apprendre, lire, écrire, élever ses populations, et aussi et surtout le missionnaire qui parfois joue les trois rôles. C'est-à-dire qu'il doit convertir ces populations qui ont souvent des rites animistes ou parfois musulmans, donc il faut les convertir, mais aussi parfois les soigner avec des petits dispensaires
et également les instruire quand il n'y a pas de la présence d'un instituteur, parce que les missionnaires, évidemment, à l'époque, et souvent en France encore, jouaient le rôle de professeurs. Alors, il n'y a pas d'apartheid des populations, hein, comme il y avait dans les années 70-80 en Afrique du Sud, avec un véritable racisme institutionnalisé, une séparation des populations blancs-noirs, mais il y a une frontière invisible, comme on avait pu le voir à Saïgon, notamment au sein, il y a toujours une ville européenne, une ville autochtone, une ville indigène. C'est le cas à Alger, par exemple, avec la Casbah qui est la ville arabe, alors qu'il y a la ville européenne, la ville extrêmement moderne qui est dans le prolongement du port. Euh, la société coloniale, elle se caractérise essentiellement par ses inégalités, on a pu le voir, hein, entre colons et colonisés, et sa violence, comme on a pu le voir à travers le rapport de Brazza, hein, où la, la torture, etc., du moins les coups, pouvaient arriver très facilement. Alors pour illustrer ces violences coloniales et faire un petit aparté, je me suis un peu éloigné de la France, je suis allé dans un territoire voisin des possessions françaises, le Congo belge, donc était possession personnelle du roi Léopold II de Belgique. Et justement, il y avait eu cette fameuse affaire qui a nécessité une enquête, l'affaire des mains coupées, parce qu'en fait, certains Français se sont révoltés contre ces pratiques qui consistaient à couper les mains des colons, du moins des indigènes qui étaient jugés pas assez productifs ou qui se révoltaient contre le travail forcé. Donc c'était une manière pour les colons européens, les colons belges notamment, de faire peur à la population locale parce que forcément elle voyait ces gens qui avaient eu la main, qui avaient été mutilés. Donc forcément, ça vous montre le type de comportement violent. Alors attention, ça a été pas répandu partout, hein, surtout au Congo belge et aussi dans une moindre mesure au Congo français, mais ça vous montre le type de rapport violent qu'il pouvait y avoir au sein de la colonisation. Alors, vous l'avez compris, hein, la ségrégation était omniprésente. L'ascension pardon, sociale des peuples colonisés restait évidemment très faible, hein, mais il existait néanmoins une petite minorité, ceux que les Français appelaient des évolués, qui souvent appartenaient aux élites locales et qui pouvaient connaître une ascension sociale, partir faire leurs études en France et je vous ai parlé tout à l'heure du leader, par exemple, indépendantiste vietnamien Ho Chi Minh. Eh bien, Ho Chi Minh, il allait faire ses études en France, il a fait des études universitaires d'un excellent niveau, c'était quelqu'un d'extrêmement brillant. Et d'ailleurs, tout ce qu'il a appris en France, notamment quand il a découvert les idées des Lumières, les droits de l'homme, etc., il s'en est servi pour, quand il est revenu dans son pays, pour dire, bon, maintenant que j'ai vu quelles sont les valeurs de la France, eh ben, on va appliquer ces valeurs dans notre pays. Donc, l'ascension sociale était très faible, mais elle était possible pour quelques juges, des percepteurs d'impôts qui étaient indigènes. euh, mais malgré tout, la plus grande partie de la population restait soumise à ce que vous avez étudié, le code de l'indigénat, et qui permettait donc de les maintenir de façon autoritaire. Alors malgré tout, il y a eu des révoltes quasi permanentes, hein, on le voit notamment dans le document 2, page 232, qui montre la résistance vietnamienne à la conquête française. Pourquoi ces révoltes? Eh bien, dans le but d'affirmer leur propre culture, de conserver leurs traditions, que respectent pas du tout et que veulent effacer le colonisateur français. Donc ces révoltes qui ont eu lieu notamment au Vietnam, mais qui existait aussi en Algérie, la France les réprimait avec brutalité, n'hésitant pas à détruire des sociétés locales par la colonisation. Euh, En conclusion de cette partie, la colonisation, on peut dire qu'elle se trouve clairement en contradiction avec les idéaux affichés par les fondateurs de la République. C'était la problématique de cette partie. Les droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, on voit bien qu'à travers la colonisation et notamment le travail forcé et le code de l'indigénat qui considère les indigènes comme des inférieurs, ces valeurs ne sont pas du tout respectées. On ne peut pas parler d'égalité ni de liberté. La violence est utilisée aussi de parfois extrême. Le racisme est totalement banalisé. Je vous invite pour cela à relire Tintin au Congo, hein, qui raconte la vie des colons belges, puisque Tintin était belge,
au Congo belge, et les sociétés locales, jugées comme inférieures, sont détruites. Cependant, cette colonisation a aussi renforcé les impérialismes européens et va les mener, ça va être une des causes, en tout cas, pas la cause principale évidemment, mais à la guerre, la Première Guerre mondiale que nous étudierons plus tard. Merci beaucoup.